Dans une pièce quelconque, un garçon se réveille au son de l'alarme de son téléphone. En ouvrant les yeux, il est saisi d'effroi. Toute la pièce est couverte d'écritures rouges. Il se demande qui a bien pu écrire tout cela pendant qu'il dormait. Étrangement, cependant, les lettres commencent à disparaître. Il pense alors avoir halluciné, à peine réveillé. Bizarre à quel point cela semblait réel. Mais ensuite, il regarde sur le côté et remarque que la pièce où il se trouve n'est pas la sienne. En se levant, il se demande quel genre d'endroit c'est. Les nouilles instantanées qu'il a mangées et les 2 mouchoirs qu'il a jetés par terre ne sont plus là. Évidemment, il est confus et commence à paniquer. Il semble recevoir des souvenirs d'une autre vie, ceux de quelqu'un qui lui est identique. De plus, tous 2 sont orphelins. Mais ils ont suivi des chemins différents. Notre protagoniste a étudié toute sa vie et est entré dans une université incroyable. Mais le type dont il a pris le corps avait abandonné l'école et occupé un horrible emploi. En regardant sa main tremblante, il se demande s'il est dans un autre monde et quel était le lien avec ces mots, écrits en sang au plafond. Dans les souvenirs du propriétaire originel de ce corps, il n'y a rien à ce sujet. Il reste là, essayant de comprendre la situation, quand quelqu'un l'appelle Marie et dit que c'est l'heure du petit déjeuner. Quand il se retourne, il voit une femme aux courbes généreuses. En regardant ses cuisses, il se demande ce que signifie cette histoire de Marie dans son monde parallèle. S'est-il marié si tôt? Elle s'assied sur le lit et lui dit de se lever. Il se fait tard maintenant. Le coquin pense déjà que la transmigration n'était pas si mal. Il déglutit difficilement, pensant que sans cette transmigration, il n'aurait jamais eu une femme aussi belle et gentille. Elle continue de l'appeler pour prendre le petit déjeuner. Il ne sait pas s'il doit l'appeler bébé-femme ou chérie. Il décide alors de fouiller ses souvenirs pour trouver son nom. Pour que ce soit plus facile, il commence à réfléchir et, étrangement, ne trouve rien. Son esprit semble se diviser, pas de nom. Pas d'expérience, pas de loisirs, pas de position préférée, rien. Il n'y a absolument rien d'elle dans sa mémoire. Il se retourne avec hésitation, réalisant qu'elle est immobile. Et il sait déjà que cette soi-disant femme est étrange. Et une mouche se pose sur son œil. Hésitant, il lui demande qui elle est. Elle reste immobile un instant. Elle dit alors qu'il semble pouvoir voir, ouvrant déjà une bouche monstrueuse. Transpirant de froid, le protagoniste dit qu'il est juste un peu confus. Il va y réfléchir correctement. Mais maintenant, elle s'est déjà transformée en une créature géante, disant qu'il peut voir. Il crie une seconde, mais l'instant d'après, il est dévoré. Soudain, il se réveille à nouveau dans son lit. Transpirant de froid et se demandant ce qui s'était passé, il lève les yeux, certain que tout n'était qu'un rêve. Seulement pour revoir les mots écrits en sang, de nouveau là. Il ne peut les lire, les choses disparaissent, et il pense qu'il y avait peut-être un indice là-dedans. Fixant sa propre main, il pense qu'il devra faire semblant d'être aveugle. Mais en posant sa main sur sa tête, il sait que dans les souvenirs du propriétaire de ce corps, il n'était pas aveugle, donc ça n'a aucun sens. C'est un homme qui a toujours vécu seul, et n'a jamais rien vu ni entendu d'extraordinaire. Cela signifie qu'il ne peut pas laisser cette femme savoir qu'il peut la voir. Pour l'instant, il devra faire comme si elle n'existait pas. Une main passe par la porte et l'appelle, disant qu'il vient de se réveiller et que c'est l'heure du petit déjeuner. Elle s'approche, séduisante, pendant qu'il pense qu'il devra ignorer et voir comment l'ancien propriétaire vivait. Elle place les boules de dragon et joue, puis demande s'il est réveillé. Transpirant de froid, il sait qu'il ne peut pas bouger, ni voir, ou il mourra, mais soudain, elle tourne la tête et s'approche de lui, tandis qu'il s'insiste à lui-même qu'il ne peut montrer aucune réaction, mais elle continue de se rapprocher, et soudain, sa langue sort de sa bouche et touche son visage. Il montre une réaction, et elle sait alors qu'il peut voir, son visage commence à être dévoré par une malédiction. Soudain, il explose. Dans la seconde qui suit, il ouvre les yeux et se lève, à nouveau effrayé, mais maintenant en colère contre cette maudite femme. Le pauvre gars se réveille en sueur, froid, et tente de s'arrêter pour raisonner, puis il commence à se demander « Est-il ressuscité ou s'agit-il d'une boucle temporelle ?» Apparemment, c'est comme quand on sauvegarde un point dans un jeu. Il attrape son téléphone, sachant qu'elle voulait le forcer à montrer une réaction. Il lance des vidéos TikTok de e-girls qui dansent pour faire semblant d'être distrait. Quand, une fois de plus, elle apparaît derrière lui et dit qu'il est l'heure du petit déjeuner. Elle appelle son mari et demande pourquoi il regarde d'autres femmes comme ça devant elle. Il commence à se parler à lui-même, disant qu'il aime cette fille du live stream. Pendant ce temps, sa femme demande s'il ne l'aime plus. Lui demandant de quoi il parlait en disant « mourir », lui demandant de quoi il parlait en disant
mourir, et lui a dit de parler correctement car il était bien vivant. Mais soudain, Fang Ju l'acheva avec l'arme du médecin fantôme. Le patron a gémi et est tombé au sol. Fang Shu a souri, disant qu'apparemment, il n'était plus en vie maintenant. Tout le monde au travail se lève et le fixe. Fang Shu s'approche de Hao, lui tapote l'épaule et demande ce qui s'est passé. Soudain, le corps de Hao se gonfle et se transforme. Fang Shu réalise que les corps de tout le monde sont maudits et commence à les achever, Quand il a fini, il demande à celui qui a fait ça s'il s'est assez amusé. Il réalise que tout cela n'était qu'un rêve, et au sol, les gens supplient pour un like sur cette vidéo. Il put voir toutes les fois où cette arme avait été utilisée, l'infinie quantité de douleur qu'elle avait absorbée. Mais avec tant de ressentiment, il se demanda s'il pourrait l'utiliser pour en finir avec la doctoresse. Il dit à Hao de s'écarter. Dès qu'il le fit, il attaqua la doctoresse juste à la nuque. Mais cela ne fit rien. Hao tira sur sa chemise et dit que cela n'avait même pas laissé une égratignure. Comment vont-ils la tuer comme ça? Un ami continuait de la frapper dans le dos, et Dieptan en conclut que sans pouvoir spirituel, cela ne fonctionnerait pas à ce moment-là. Il comprit que la vengeance n'était pas possible pour l'instant. Elle se relevait, et il était en train de conduire. Hao dit que c'était le moment de fuir. Dès que le monstre se leva, elle se demanda où le ballon éclaireur marchait. Avec Hao, il sentit la présence de quelqu'un. Avec ses sens aiguisés, il pouvait percevoir la présence des autres. Il demanda où ils allaient. Quand les deux qui s'étaient cachés apparurent, il les traita de lâches pour s'être enfuis et revenir maintenant pour demander de l'aide. Mais il dit qu'il n'y avait qu'une seule solution. Il devrait passer par chacune des 4 portes. Tout le monde était effrayé. Et le gars a dit qu'avec un monstre à leur trousse, il n'avait le temps d'en essayer qu'une seule. Il les ignora et s'éloigna, disant qu'il ne forçait personne à le suivre. Dès qu'ils entendirent un bruit derrière eux, ils surent qu'elle se rapprochait. Fang Ju réalisa qu'en volant le scalpel, le comportement du fantôme changerait. Il ouvrit la porte et dit à tout le monde de courir. Ils commencèrent à monter les escaliers avec désespoir. Dès qu'ils eurent fermé la porte, elle fut détruite de derrière. Et le fantôme commença à remonter le couloir avec un visage macabre. Elle lui dit de le rendre. Elle ignora tout le monde dans les escaliers et se retrouva face à Fang, lui disant de lui remettre le scalpel. Fang Ju réussit à se défendre lorsqu'elle attaqua, mais ensuite, elle ouvrit la bouche et s'en prit à son cou. À la porte haute, il mourut. Ils allèrent dans une autre pièce. Cette fois, il se retrouva avec le gros homme à un autre endroit. Une fois de plus, il vola le scalpel et se dirigea dans une autre direction. Souriant, ils coururent vers la porte nord et atteignirent l'ascenseur. Mais dès qu'il tenta d'entrer, le monstre ouvrit la porte et l'acheva aussi. Puis il essaya la porte sud, mais une fois de plus, il fut capturé par l'entité malveillante et agile, vraiment cruelle puisqu'il mourut. Il essaya la dernière porte, il ne voulait pas accepter qu'en volant le scalpel, il mourrait toujours même si elle était extrêmement rapide. Il avait encore la réanimation pour changer la trajectoire à chaque fois. D'une certaine manière, c'était comme s'il pouvait prévoir l'avenir. Il savait qu'il y avait un passage sûr à gauche, mais quelque chose lui vint au cou, et une fois de plus, il mourut. C'était déjà la nuit, et maintenant il était sûr de pouvoir y arriver. Il guida tout le monde dans cette même direction. Le fantôme apparut derrière tout le monde et s'approcha de lui. Elle se dirigeait une fois de plus droit sur Fang. À ce moment-là, Ho se retourna et lui dit de faire attention. Juste au moment où elle était sur le point de lui porter un coup au visage. Il réussit à faire un pas de côté, la faisant rater, et se retrouva face à face avec le docteur. Elle était confuse quant à la manière dont il avait esquivé, et Ho trouva impossible qu'il ait fait cela, souriant comme un fou. Merci Flood. Une fois de plus, elle essaya de le frapper, et il réussit à s'accroupir. Après de nombreuses morts, il avait appris ses schémas d'attaque. De plus, la douleur renforçait son corps et augmentait son pouvoir spirituel. Ho fut impressionné par sa capacité à prédire les mouvements. Le fantôme n'aimait pas ça du tout. Elle se prépara à bondir et à le mordre. Mais il était certain de connaître désormais parfaitement sa trajectoire, alors qu'elle fonçait de nouveau sur lui. Il roula sur le côté et esquiva encore. Le fantôme devenait déjà fou, lui disant de mourir enfin.
Le groupe n'arrivait pas à croire qu'il lui échappait, tandis que Hao pensait que c'était le pouvoir d'un maître spirituel. Courant vers la porte, il aperçut de nouveau la sortie. Certains qu'ils allaient maintenant s'échapper. Mais étrangement, le fantôme s'arrêta devant lui. Il était confus, et elle lui dit de ne pas y aller en tremblant. Fang Shuo trouva cela étrange car elle semblait effrayée. Sur ce, elle s'enfuit, délivrant une attaque précise sur le pauvre Hao. Le pauvre homme chancela en arrière, se demandant ce qu'était cette chose froide. Il courut vers Fang Shuo et demanda ce qui s'était passé. Il dit que tout était normal et selon la logique. C'était la voie de la survie. Mais il réalisa que même le docteur avait fui en voyant cet endroit. Cela signifiait que ce n'était peut-être pas la sortie, mais plutôt quelque chose de si terrifiant que même elle en avait peur. Mais maintenant, il s'apprête à donner un coup de poing. Mais elle esquive, et ensuite il n'y a plus rien qu'il puisse faire pour lutter. Il agonise et meurt une fois de plus, tandis qu'elle se nourrit des morceaux. Il se demande si ce sont vraiment ses restes. Et sur ce, il recommence à perdre connaissance. Une fois de plus, elle dit que c'est l'heure du petit déjeuner et elle s'approche, le surprenant pour la 6e fois. Il ressuscita. Il avait toujours peur, rien qu'en la voyant s'approcher de son visage. Et il mourut plusieurs fois parce qu'il ne pouvait pas très bien jouer la comédie. La 8e fois, il tenta de s'échapper de cette pièce. Mais il n'y avait aucun moyen, et elle réalisa qu'elle pouvait être vue. Mais il conclut qu'il fallait faire semblant de l'aimer, puisqu'il n'y avait pas d'échappatoire. Dès qu'elle vint chercher le petit déjeuner, il dit qu'elle était incroyable. Son plan était d'en profiter au maximum. Mais au final, il eut faim et elle mangea tout. Et ainsi il mourut 13 fois de suite, tout en essayant de trouver un moyen de se calmer. Certaines personnes qui deviennent folles retrouvent une grande lucidité. Mais pour lui, la mort ne cessait de revenir. Elle atteignit 14, 15, 16, et à chaque mort, il recevait de nouveaux souvenirs du propriétaire de ce corps. Il commença à comprendre un peu ce monde, et à quel point il était différent de son monde. C'est un endroit rempli de contes bizarres. À la 18e mort, il se demanda pourquoi il revivait. Qui avait écrit ces mots en sang, et pourquoi avait-il disparu, dès qu'il les regardait. Une fois de plus, il ouvre les yeux, se demandant qui est responsable de tout cela. Il ne sait pas qui c'est, mais il sait que sa femme est l'une d'entre elles. C'est un monstre, et il commence à se répéter qu'elle doit mourir, parce qu'il mérite de vivre. Une fois de plus, elle franchit la porte, l'appelant Marie et disant que c'était l'heure du petit déjeuner. Il se leva, sachant que chaque fois qu'elle venait faire cela, mais qu'elle n'imposait jamais de contact physique. Debout dans l'embrasure de la porte, elle lui demanda s'il voulait commencer la journée en mangeant de la viande chaude et moelleuse. Il s'approcha extrêmement près, mais il la traversa de part en part. Comme prévu, elle ne pouvait faire quelque chose que là où elle était sûre qu'il pouvait la voir. Il alla préparer à manger, tandis qu'elle, désespérée à ses côtés, disait qu'elle avait déjà préparé le petit déjeuner et qu'il était prêt pour lui. Le pauvre homme soupira, pensant que plus c'était beau, mieux le mensonge passait. Elle disait que c'était prêt, mais il n'y avait clairement rien de préparé. Il se prépara une collation, sachant que ce n'est qu'en quittant cette pièce qu'il trouverait quelque chose sur sa femme. Au moment où il allait croquer sa collation, elle s'était transformée en le sol, lui demandant s'il voyait quelque chose. Il alla à la porte pour l'ouvrir, sachant qu'il devait sortir de là, et elle était visible sur la poignée de porte, lui demandant où il allait et pourquoi il ne resterait pas à la maison avec elle. Mais il ouvrit simplement la porte et quitta la pièce, se disant que personne ne le tuait 18 fois et s'en tirait impunément. Maintenant, il veut se venger. Dès qu'il trouvera un moyen de l'éliminer, il reviendra ici. Mais dès qu'il ouvre la porte de l'appartement, il sursaute en regardant le ciel. Le monde est rouge et rempli de créatures difformes. Devant lui, seules les silhouettes des gens. Cela l'effraie, et il se met à rire comme un psychopathe, disant que ce monde est vraiment intéressant. Mais il ressent quelque chose d'étrange et vomit sur le trottoir. Soudain, quelqu'un apparaît, demandant si l'oncle va bien. Il sursaute. Et ce n'est qu'une petite fille qui veut savoir s'il est malade. Il lui dit qu'il va bien et qu'elle peut l'appeler grand frère. En lui tapotant la tête, il pense qu'elle est si mignonne qu'il aimerait avoir une fille. Mais elle se déforme instantanément, disant qu'elle peut voir son cœur s'arrêter, et il lève les yeux. La fille se transforme en un démon géant armé d'une lame. Notre protagoniste est sans voix, puis se met à rire bruyamment, disant que ce monde est très intéressant. Il aime ça et lui dit qu'il aime vraiment cette apparence. Car de cette façon, quand il la tuera, il ne ressentira aucune culpabilité.
Il mettra fin à tous les êtres étranges de cet endroit sans aucun remords. Mais cette fois, il fut déchiré en morceaux. Une fois de plus. Il se réveille au lit, sa femme ballon lui demandant si son mari va bien. Le soleil se lève déjà. Le pauvre homme pense que prendre son petit déjeuner 20 fois en une journée est vraiment épuisant. Quelque temps plus tard, il est assis sur un banc dans un parc. Une fois de plus, la petite fille arrive et demande où est sa mère. Peut-il la ramener chez elle tandis qu'il rumine la folie et toutes les bizarreries de cet endroit? Une catégorie regroupe les êtres complètement étranges et irrationnels. Ils sont agressifs, mais peuvent affecter n'importe quoi, même l'air. L'autre catégorie est celle des créatures identiques aux humains. Elles ne font rien d'autre que d'essayer de se rapprocher de vous. Mais dès qu'elles obtiennent une réaction, elles passent à l'action, exactement comme cette femme. Il le sait. Aucune personne normale dans ce monde ne peut percevoir leur existence. Mais même ainsi, elles s'accrochent à eux. Pourquoi veulent-elles cela? Il pense que ces créatures veulent peut-être s'intégrer à la vie humaine. Quelque temps plus tard, il tient son téléphone et a reçu un paiement de 3 centimes. Pour survivre dans ce monde, au moins, il aura besoin d'un peu d'argent pour découvrir les choses dont il a besoin. Dans le groupe de travail, un homme nommé Wu Dai l'appelle. Le nom de notre protagoniste est Yizui Fangxiu. Il travaille à vendre des appartements pour une entreprise et sait qu'il n'a pas reçu la commission pour un qu'il a vendu récemment. Il envoie un message disant qu'il va régler ça. Puis il accélère sur son vélo. Quand il arrive là-bas, étrangement, c'est un hôpital au lieu du bâtiment de l'entreprise. L'endroit ressemble plus, bâtiment abandonné. Il se tient, suant à froid, devant la porte, se demandant si c'est bien le lieu de vente. Il atteint la porte et son téléphone sonne. Il dit qu'il arrive et demande si tout le monde est au bureau. Les gens disent oui, que le fils du propriétaire a essayé de l'appeler plusieurs fois. Mais il n'a pas répondu, dit le protagoniste. C'est bon, il va monter alors. Notre garçon réalise que ce lieu est définitivement affecté par la réalité. Les gens au téléphone ne semblaient pas aller mal. Il trouve cela étrange, mais aussi intéressant. Marchant dans le couloir, il heurte soudainement quelque chose. Il sent qu'il a touché quelque chose de doux et se demande ce que c'était. Il tend calmement la main, voulant savoir si c'est la limite qu'il peut atteindre, mais quand il touche, ce sont 2 sphères magiques de clairvoyance qui prédisent un avenir plaisant. Le garnement rougit et soudain, il sent quelque chose. Une gifle atterrit sur son visage. La jeune fille apparaît en criant qu'elle va se plaindre de lui. Et elle court vers le garde, tandis qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Quand il lève les yeux, il est écrit « Académie Bailu ». Mais dès qu'il cligne des yeux, l'endroit redevient l'hôpital abandonné. Il tend la main vers un mur de l'hôpital, mais étrangement, sa main le traverse. Il réalise qu'il ne peut pas interagir avec sa forme physique et pense que c'est peut-être comme les créatures, qui ont besoin de certaines conditions. Encore une fois, il passe sa main à travers le mur et avec cela, il le traverse. Il se sent un peu étourdi et voit un couloir abandonné. Quelque temps plus tard, il avait déjà inspecté plusieurs pièces. Mais elles étaient toutes vides. Mais l'une des portes dégageait une forte odeur de sang. Hésitant, il décida de la traverser de nouveau. Il se retrouva dans une pièce où semblait se trouver une fille à terre. Pleurant, il continuait de regarder, et elle commença à se lever, puis le fixa, l'appelant grand frère. Mais à présent, il était endurci et l'ignora, traversant le mur. Dès qu'il ressortit de l'autre côté, il fit face à une autre créature. Mais il continua de marcher, même le monstre semblait confus. Et il réalisa qu'il y avait des dizaines de choses étranges là-bas. Chaque endroit où il entrait contenait un tas de trucs bizarres. Et le plus étrange, c'est que certaines pièces étaient ouvertes, de sorte qu'ils auraient pu s'échapper. À présent, il s'endurcissait et ne montrait aucune réaction. Tout cela grâce à sa chère épouse qu'il avait tuée 18 fois. Soudain, il vit des papiers au sol qui parlaient de l'expérience Néron Jean 28, qui avait subi une transformation. Il s'accroupit pour les ramasser, se demandant si tous les êtres transformés étaient vraiment humains. Mais malheureusement, il ne pouvait même pas tourner la page pour savoir ce qui y était écrit, puisqu'il n'appartenait pas à ce monde. Soudain, quelque chose le traversa. Il se releva, et c'était le cheveu d'un monstre au plafond. Elle descendit près de son visage et demanda pourquoi il était là. Par hasard, cherchait-il à explorer les mystères de la vie avec elle? Il l'ignora, pensant que le meilleur endroit où aller était peut-être le bureau du directeur. Le bâtiment de l'hôpital psychiatrique est le même, que dans la mémoire du propriétaire du corps, qui aurait dû être une entreprise de vente, et le bureau du directeur est l'ancien réfectoire du personnel. Il décide de monter, voir s'il y a quelque chose là-haut.
Tandis qu'il marche dans le couloir, quelqu'un appelle frère Sioux et lui demande ce qu'il fait là. Soudain, un homme corpulent apparaît en lui criant dessus, lui demandant comment il ose venir travailler s'il a déjà été viré. Mais Fang Shu descend le couloir et pousse les deux de côté, pensant qu'il n'y a rien à cet étage. L'homme à lunettes a l'air confus et le patron le maudit, lui demandant pourquoi il va au deuxième étage et disant à l'homme à lunettes de l'arrêter. Mais notre protagoniste marche déjà par là et trouve enfin le bureau du directeur. Quelqu'un lui crie d'arrêter, mais il a déjà la main sur la poignée de porte. Les amis derrière lui paniquent, disant que tout est fini, mais juste en voyant la jambe, on sait déjà ce qui arrive. Regardez la taille, regardez la petite bouche. En fait, le collègue était déjà en train d'être écrasé. Les gens demandent qui est le protagoniste et ce qu'il fait là, et il lui attrape soudainement le bras. Elle lui dit de lâcher prise et demande ce qu'il fait. Mais il la jette de côté en disant qu'elle est trop bruyante. Elle tombe, et l'homme va l'aider sans rien faire. Tandis qu'il trouve un papier sur le bureau, et comme il s'y attendait, il y a un grand secret dans cet hôpital psychiatrique. Le message dit que s'il veut recevoir le don du destin et découvrir les secrets de ce monde, il doit se rendre à la chambre 520. Il se demande si cette lettre lui était destinée et part, voulant savoir comment il savait qu'il venait. C'est dans le bâtiment C, chambre 520. Soudain, la lampe éclate. L'ami avec des lunettes le suit toujours, tandis que les trois autres, restés en arrière, disent qu'ils ont peur. Il allume son téléphone, disant que quelque chose ne va pas. L'ami à côté de lui dit qu'il agit bizarrement aujourd'hui. Pourquoi ne parle-t-il à personne? Il utilise son téléphone pour éclairer le deuxième étage et réalise qu'il n'est plus dans l'hôpital psychiatrique, mais dans l'ancienne entreprise. Le gars amusé demande son téléphone au gros, qui dit qu'il n'a pas de signal non plus. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car avec son statut, il peut accéder à plus qu'il n'imagine. Mais s'il ne se trompe pas, toutes ces choses indiquent qu'ils sont entrés dans un monde étrange. Un endroit entier qui était autrefois une réalité normale semble maintenant subir des anomalies. Les personnes qui travaillaient sont toujours inquiètes de ne pas livrer le service. L'un des gardes du bâtiment demande si tout va bien et dit qu'il va aller voir ce qui s'est passé. Une des filles s'accroupit pour ramasser son téléphone et allume la lampe de poche. Mais il dit que c'est trop faible. Le protagoniste est là aussi. Il allume ça et demande au gars, avec des lunettes, pourquoi sa lumière est aussi si faible. Les gens interrogent le blond sur ce qu'il a dit, à propos de leur entrée dans un monde étrange, quand soudain, il perd son sang-froid et dit à tout le monde de se taire, disant qu'ils doivent rester calmes, car c'est le seul moyen de survivre. Les gens se taisent en voyant qu'il est devenu stressé de nulle part. Et le gars explique qu'en termes simples, ils sont entrés dans un monde plein de fantômes. En gros, c'est une dimension alternative où ils vivent. Les gens se taisent un instant et demandent des nouvelles du garde, qui est allé vérifier la lumière. Cela fait 3 minutes et il n'est pas revenu. Tang avertit une fois de plus que dans ce monde, on ne peut enfreindre aucune règle des fantômes ou on mourra. Le gros gars tremblant demande ce qu'ils vont faire maintenant. Puis il répond qu'ils doivent d'urgence trouver un moyen de s'échapper, de là où tout le monde à cet endroit mourra. Le protagoniste sue à froid et entend un bruit derrière lui. De la sensation familière, il sait qu'un fantôme approche. Il avertit tout le monde qu'un est sur le point d'arriver. Les gens lui disent d'arrêter de plaisanter car il n'y a pas de fantôme là. Une des filles est attrapée par les cheveux, tandis que Frank regarde les gens crier jusqu'à ce qu'ils disent que Xiaoli est déjà partie. La fille aux lunettes a peur, disant qu'elle a dû s'éloigner, elle était juste à côté d'elle, et commence à appeler son ami. Lui disant de dire quelque chose, personne ne peut rien voir correctement à cause de l'obscurité. Yutang demanda au protagoniste s'il avait vu l'apparition du fantôme. Il répond que malheureusement, il n'a rien pu voir car la jeune fille a disparu soudainement. À ce moment, tout le monde commence à douter de Fang Juxiu, disant qu'il agit étrangement. Yutang dit qu'il ne semble pas du tout effrayé. Serait-il un maître spirituel? Confus, il demande ce que c'est. Le type trouve cela étrange, que Feng Zhou ne sache pas ce qu'est un maître spirituel. Mais il est trop calme, son identité est remise en question. Le type explique qu'un maître spirituel est quelqu'un qui peut contrôler son énergie spirituelle, et dans des moments comme ceux-ci, ce sont les personnes nécessaires. Feng Zhou demande si cette histoire de maître spirituel est quelqu'un qui l'a appris dans le royaume de l'étrange. Si c'est le cas, il veut savoir comment faire. Encore une fois, Tang remarque qu'il est très calme et confiant. Alors peut-être est-il la clé pour sortir d'ici. Et puis il explique que pour sortir de ce monde, il faut rassembler le pouvoir des fantômes. Il faut remplir 2 conditions simultanément. La première est de traverser la peur entre la vie et la mort, simulant un traumatisme émotionnel
et la seconde est d'entrer en contact avec le fantôme, pour laisser le pouvoir spectral envahir ton âme. Mais tu dois être prudent, car le pouvoir spectral est comme un vêtement ensanglanté. Même s'il couvre ton corps, il souille aussi ton âme. En entendant ces mots, Dieptan devient pensif. Surtout parce qu'il sait qu'après de multiples morts, il évite tout contact avec les fantômes pour ne pas mourir. De la femme à toutes les créatures de la rue, elles ne sont que de pures illusions tant qu'il n'interagit pas avec elles. Cependant, quand un fantôme pénètre dans la réalité, il peut tuer sans avoir besoin d'être vu. Alors peut-être que s'il peut les contacter, il pourra les éliminer. Dieptan se demande si c'est une bonne chose. Se souvenant de sa femme, il dit qu'il est fou de devenir un maître spirituel et d'entrer. Quand soudain, une autre personne de cet endroit disparaît. Tang commence à devenir fou, disant à tout le monde de se taire, sinon ils attireront plus de fantômes. Fei Fei s'approche et demande ce qu'ils vont faire. Elle a peur de disparaître. Dieptan dit que c'est un intervalle de 2 ou 3 minutes. Précisément, pour les hommes, c'est un intervalle de 3 minutes, et pour les femmes, de 2. Le garde a disparu. 3 minutes plus tard, la fille a disparu. Et 2 minutes plus tard, l'autre homme a disparu. En suivant cette logique, il reste 3 minutes avant qu'un autre d'entre eux ne s'évanouisse. Il commence à partir et les autres demandent où il va, s'il essaie de se faire tuer. Dieptan répond qu'il ferait mieux de commencer à chercher une solution, eux aussi, où tout le monde mourra dans cette pièce. Soudain, Tang le pointe du doigt et lui dit de ne pas bouger, parce que personne ne quittera cette pièce. Mais le protagoniste l'ignore et dit que, étant donné qu'ils sont 8, dans 20 minutes, il ne restera plus personne. Fang Shuchu regarde en arrière et prévient que quiconque essaiera de l'arrêter mourra, avant les fantômes qui errent dans les couloirs. L'ami à lunettes demande pourquoi il ne trouve jamais les escaliers, tandis que Fang Shuchu reconnaît les lumières comme étant les mêmes que celles de l'hôpital. Soudain, il réalise qu'ils sont de nouveau à l'hôpital. Un ami demande s'ils hallucinent, car, pour autant qu'ils se souviennent, ils étaient dans l'entreprise, pourquoi sont-ils maintenant dans cet hôpital d'horreur? Fang Shuchu était maintenant certain que l'entreprise et l'hôpital se chevauchent. Dans cette réalité, l'hôpital a englouti l'entreprise. À cet instant, ils voient une mare rouge. Tout le couloir est souillé. Et ils reconnaissent les uniformes comme étant ceux de l'entreprise. Su conclut que les fantômes mettent 2 minutes avec les femmes et 3 avec les hommes, car c'est le temps qu'il faut pour dévorer chaque type de personne. Il dit qu'ils ont encore un peu de temps. Et le gars à lunettes dit qu'il semble qu'il soit encore en train de manger. Le protagoniste, Jailing, trouve cela étrange car à l'hôpital, tout le monde était piégé et la première fois que vous êtes passé par ici, il n'y avait pas tout ce sang dans les couloirs. Les coupures sur les vêtements prouvent qu'ils utilisent une lame tranchante et il n'en a trouvé qu'une seule de ce genre. Quelque chose sort du plafond et il se souvient que le seul à se déplacer librement est le médecin fantôme. Il l'a vu juste au-dessus de lui cette fois-là. Ils entendent des bruits venant de cette direction et quand ils regardent, c'est le groupe qui était dans la pièce venant demander ce qu'ils allaient faire. Ils se sentent un peu mal à l'aise. Et le gros homme demande s'ils ont trouvé quelque chose en descendant ici. D'abord, soudain, ils hurlent et la fille dit qu'il y a beaucoup de sang là. Tout le monde reconnaît que cela vient des vêtements de leurs alliés. Et Tang demande si tout le monde a été dévoré. Fifi, effrayée, supplie de partir. Et Tang dit qu'ils doivent vraiment fuir le plus vite possible. Il demande à Frank Xiu de montrer le chemin. Mais il ne dit rien après un moment de silence. Il annonce que le moment est venu. Fifi demande de quel moment il parle. Et derrière eux, des cheveux descendent. Entendant les bruits, ils se retournent lentement et du plafond. Le médecin fantôme approche. Au moment où Fifi prend peur, la créature s'approche d'eux deux. Tout le monde essaie de courir désespérément, disant au monstre de s'éloigner. Mais quelque chose arrête Tang. C'est Fei Fei qui est tombée et supplie d'être sauvée. Mais voyant un monstre approcher, il gifle la fille en lui disant de le lâcher. Voyant tout le monde fuir, Feng Shui se souvient du moment où il a vu le docteur. Et au sol, Fei Fei supplie de ne pas être abandonnée. Mais la créature la tient déjà par les cheveux. Les larmes aux yeux, Fei Fei supplia. Mais les lumières s'éteignirent et il pleuvait du sang à cet endroit. L'ami aux lunettes fut choqué de voir que Fei Fei était morte. Et le monstre ne s'arrêta pas, continuant de la frapper à plusieurs reprises. Fan Shu remarqua que ses techniques au scalpel étaient extrêmement avancées. Elle avait donc probablement beaucoup pratiqué. Lui et son ami se tenaient là. Mais la créature ne semblait pas faire attention. Réaliser 2 opérations chirurgicales en même temps serait presque impossible.
Le monstre rangea le scalpel et ouvrit sa gueule pour manger Fei Fei. Fang Xu comprit que l'instinct de manger des humains était juste dû au fait qu'elle s'était transformée en fantôme. Il commença à s'approcher, et son ami lui demanda ce qu'il faisait à côté du monstre. Sans peur, Fang Xu lui asséna un coup de poing au visage. Mais il fut surpris. Sa peau était dure comme de l'acier. Il se souvint que toutes les créatures qu'il avait rencontrées étaient extrêmement puissantes comparées aux humains. La seule façon de changer cette situation était de devenir un maître spirituel. L'ami l'appela, disant qu'il devait s'enfuir. Mais Fang Xu dit que c'était bon, parce que cette créature ne tuait qu'une personne à la fois. Cela signifiait que lorsqu'elle mangeait, c'était le moment le plus sûr. L'ami dit que bientôt, le monstre aurait fini. Mais le protagoniste dit que Fei Fei avait un supplément, morceau de chair rond, ce qui prendrait un peu plus de temps. En entendant cela, l'ami vomit. Pendant que Dieptan se souvient qu'il doit absorber l'énergie maudite des créatures, et dans une dimension comme celle-ci, près des fantômes se trouve le pouvoir le plus concentré. Un contact physique serait le meilleur moyen. Voyant les cuisses du fantôme, il les tapote pour voir s'il est infecté. Les jambes du monstre sont inversées et Dieptan les tapote. L'ami lui dit de se réveiller, mais ce n'est pas le moment pour ce genre de choses. Mais Dieptan dit simplement que s'il a peur, il peut s'enfuir. L'autre dit « d'accord ». Et si c'est le cas, il devrait y aller à fond. Il s'approche du protagoniste pour toucher les jambes du fantôme, mais réalise vite qu'elles sont très froides. Tout en tapotant, l'ami dit que rien n'a changé. Et Dieptan dit qu'ils vont continuer. L'ami dit qu'il n'aurait jamais cru que le premier contact serait avec un fantôme, mais ses jambes sont vraiment trop longues. Dieptan commence à penser que ce gars a un potentiel caché, puisqu'avant il mourait de peur, mais maintenant il bave. Il annonce qu'une minute s'est écoulée. Ils vont la déranger pendant encore 30 secondes, puis ils s'enfuiront immédiatement. Dès que l'horloge affichera 1h30 sur le téléphone, il se lève en disant qu'il est temps de fuir. L'ami demande s'ils peuvent vraiment s'échapper et où il va. Dieptan répond qu'il était sûr de sa direction, car il a très bien observé l'hôpital en se promenant, et qu'ils utiliseront l'avantage du terrain pour créer une distance. Du docteur, mais des cheveux apparaissent devant lui. Il se demande s'il a mal calculé et comment elle a pu finir de manger si vite. La quantité de chair que Fifi avait était suffisante. Puis il remarque 2 implants en silicone sur le sol. Tout était faux, et maintenant le fantôme est derrière lui. Elle lui fait une entaille juste au cou. Avec ça, l'écran du garçon s'éteint, après que sa tête roule dans les airs. Il ouvre à nouveau les yeux, mais il est de retour, au moment avec ce monstre, juste au moment où l'ami a dit qu'il faisait très froid. Dieptan en conclut que les boucles temporelles sont définies par des événements, ou peut-être est-ce comme un jeu où il faut passer un niveau, et qu'une partie est sauvegardée. L'ami s'amuse. Mais il sait que la dernière fois, il est mort à cause du silicone. Alors cette fois, il ne peut pas faire la même erreur. Il attrape rapidement le garçon et leur dit de sortir. Mais en bavant, le garnement dit que c'est la première fois qu'ils peuvent rester un peu plus longtemps. Dieptan prévient que tout là-bas est en silicone. Alors s'ils ne courent pas maintenant, ils mourront tous les deux. L'ami est choqué, comprenant maintenant pourquoi c'était si gros. Sur ce, les deux fuient déjà dans les escaliers et croisent les gens qui descendaient aussi. La foule désespérée se met à courir plus vite qu'eux. Mais Dieptan attrape la rampe et se jette devant tout le monde. Le gros dit qu'il a cru que c'était le fantôme et lui dit de ne pas les effrayer comme ça. L'homme aux lunettes voulait savoir pourquoi tout le monde fuyait si lentement. Le type a dit qu'il n'était pas lent, puisqu'ils avaient déjà descendu 20 étages, mais Xiao Hao a dit que c'était impossible, puisque lui et Feng Xu n'en avaient redescendu que 3. Pour les rattraper, les gens lui disent de se taire et d'arrêter de mentir. Mais Tang comprend que le fantôme crée de faux chemins. Il prévient que des monstres comme celui-ci peuvent créer des illusions, dans lesquelles on se retrouve piégé. Dieptan devient pensif et observe la discussion, puis il s'approche et dit à tout le monde de jeter tous les objets de rechange par terre. Pour marquer le chemin avec ça, ils crient et commencent à laisser tomber tout ce qu'ils ont dans leurs sacs et leurs poches. Puis il dit à tout le monde de descendre les escaliers rapidement. Ils commencent à courir et après un moment, ils retrouvent tout. Les gars reconnaissent l'argent et les bouteilles qu'ils avaient jetées. Mais Fang Xu était intéressé par la petite chemise. Soudain, Tang crie et dit que seul un spiritualiste peut voir la sortie. Il dit à tout le monde d'activer leur pouvoir et d'essayer de voir quelque chose. Il joignit les mains en disant « Il ne sait pas si cette expérience précédente était suffisante pour libérer ses pouvoirs, mais il espère que oui, pour s'échapper d'ici. » Les gens sont confus, ne sachant pas comment ils vont faire ça.
Ils commencent à essayer comme le type l'a fait, tandis que Dieptan observe les escaliers. Il se souvient que les sorties de ces couloirs étaient sur le côté droit, donc ça doit être quelque chose de similaire. Voyant cela, Tang demande ce qu'il va faire encore. Il dit qu'il ne se soucie pas de prier, et qu'il est plus intéressé par la recherche d'indices pour s'échapper d'ici. Wu fut impressionné que Feng Su soit resté si calme, tandis que Tang pensait qu'il n'avait pas hésité une seule seconde quand le monstre est apparu. Ce qui est étrange, c'est que maintenant, ils ont fui les escaliers et les ont retrouvés tous les deux. Sans compter que tous deux ont passé au moins 1 minute avec un monstre dans le couloir. Alors, que s'est-il passé pour une raison quelconque? Le fou conclut qu'il devrait profiter du fantôme. Cela a beaucoup de sens, mais il pense évidemment que ce n'est pas possible. Dieu merci, Feng Su touchait un mur et Wu lui a demandé ce qu'il faisait. Il comptait entre 10, 12, 15, et s'est arrêté en disant qu'il l'avait trouvé. L'ami fut impressionné qu'il y ait réellement une porte. Et Tang est apparu, demandant s'il l'avait vraiment trouvé, et est arrivé en courant. Le problème était de savoir comment l'ouvrir. Il imagina où devait se trouver la serrure et bougea sa main dans le vide. Cela ouvrit la porte d'où s'échappa une énergie. Feng Su s'apprêtait à être le premier à entrer, mais Tang le bouscula et s'élança en disant qu'ils étaient enfin sauvés. Tout le monde le dépassa, essayant désespérément de s'échapper. Wu demanda pourquoi il laissait tout le monde passer devant et comment il restait si calme. Feng Su savait très bien qu'en affrontant cette créature, il n'y avait aucune raison d'essayer d'être rapide. Quand un gros type au grand nez apparut, disant aux deux autres de courir, sinon ils serviraient de bouclier et mourraient. Le plan de Dieptan était évidemment de voir qui se ferait attraper. Ainsi, le fantôme s'arrêterait et il pourrait augmenter sa puissance spirituelle. Les gens continuaient devant, fuyant désespérément jusqu'à ce que soudain, ils durent de choisir entre deux directions. Cela créa une divergence dans l'équipe, car chacun voulait que les autres aillent devant pour tester les chemins. Et Tang, une fois de plus, demanda à Dieptan ce qu'il devait faire s'il trouvait la porte de fer. Il devait connaître le chemin pour sortir de là. Dieptan n'était pas très enclin à aider, car tout le monde le poussait et s'attendait à ce qu'il meure. Le groupe continuait de crier, lui disant de parler vite car le fantôme approchait. Dieptan dit simplement qu'il ne s'en souciait pas, pensant que pour lui, tout le monde n'était qu'un outil. À ce moment, le docteur fantôme était invincible et ce qu'il devait faire, c'était gagner du temps. Tandis qu'il s'engageait sur le bon chemin, il pensa que pour sortir de là, il devrait sacrifier des vies. Dès que le groupe le vit prendre ce chemin, ils se mirent à courir et une main put être entendue venant de derrière. Le gros type était le dernier, et Dieptan savait très bien qu'elle était bientôt arrivée au plafond. Elle se préparait à l'attaquer, tandis qu'elle voyait tout le monde fuir. Elle s'approche du dernier, tandis que les cheveux se rapprochent, le gros panique, disant qu'il ne peut pas mourir en voyant un type devant. Il pense qu'il ne lui a pas permis de courir plus vite, alors il l'attrape par le col et le jette en arrière. Le blond tombe au sol en appelant le gros, mais quelque chose lui a déjà tranché la gorge. Et les murs sont peints de sang. En voyant comment le gars a fait ça, Frank pense qu'il n'est pas différent d'un fantôme qui a perdu la raison. Mais maintenant, il doit augmenter sa spiritualité. Le groupe demande ce qu'il va faire, et le voilà une fois de plus. Face au fantôme, un ami malade s'approche, disant qu'il ne peut pas s'amuser autant sans l'inviter, disant qu'une peau lisse et froide comme ça est comme de la glace. Jade Feng Su pense que le gars s'est soudainement transformé en poète. En voyant à quel point il est fou, peut-être qu'il éveillera aussi un pouvoir spirituel et qu'ensemble, ils pourront s'échapper. Quelque temps plus tard, il fuit à nouveau. Et Feng Su demande s'il n'a pas peur de mourir. Paul dit qu'attendre la mort est pire que d'être tué directement. D'ailleurs, tu lui fais confiance parce qu'il est là. À ce moment-là, ils arrivent à la cafétéria. Tout le monde meurt de faim et de soif, car il court depuis longtemps. Tang commence à tout attraper. Disant qu'il le distribuera aux autres plus tard, le gros s'approche demandant à partager un peu, quand soudain une fille dit qu'elle a trouvé quelque chose, et il lui dit de ne pas bouger. C'est une porte, et il s'approche en disant qu'ils sont sauvés. Mais dès qu'il l'ouvre, il y a une autre porte au bout du couloir. Feng Shui remarque que la lumière y est plus tamisée qu'avant. Alors qu'il s'approche de la porte, Feng Shui dit qu'elle n'est pas verrouillée. Quand il l'ouvre, ce n'est qu'un débarras. C'était la fin du chemin qu'ils avaient choisi. Et le problème maintenant, c'est que pour revenir en arrière, ils devront attendre que quelqu'un meure et distrait le docteur. Le protagoniste a commencé à rebrousser chemin à la recherche de la côte, tandis que tout le monde le maudissait d'avoir choisi le mauvais chemin. Évidemment,
Cela ne lui plaisait pas car il n'avait demandé à personne de le suivre. Hao a commenté que chacun devait faire ce qu'il voulait, et Tang a rappelé qu'il n'avait forcé personne à le suivre. Un gros a rouspété, disant que ça n'avait pas d'importance, puisque, d'après lui, il avait choisi sans rien savoir. Tang a essayé de calmer tout le monde, disant de se concentrer car la survie était la priorité. Il a dit que d'après ce qu'il avait observé, cette créature attaque une personne à la fois et se repose pendant 2 à 3 minutes. Le choix est maintenant de désigner quelqu'un pour servir de diversion et créer une opportunité pour que tout le monde s'échappe. Le protagoniste a immédiatement compris ce qui allait se passer. Tang est venu et l'a frappé à la poitrine, disant que si ce n'était pas à cause de lui, personne ne serait là. Il devrait donc être celui choisi pour payer les péchés. Hao demanda ce qu'il faisait et Tang cria à tout le monde de l'aider. Mais Fang Su intervint et l'étrangla. Alors qu'il était tiré à l'écart, il appela le gros pour l'aider, qui étrangla à son tour Hao et tomba avec lui au sol. Soudain, la porte se referma avec fracas. Fang Su s'était isolé du groupe. On lui demanda ce qu'il faisait. Fang Su dit qu'il n'aurait jamais imaginé être si intéressé par les gens. Apparemment, ils sont plus étranges que les fantômes. Il les remercia de leur intérêt. Mais il les avertit qu'il ferait payer tout le monde la prochaine fois. Et sur ces mots, il mourut à nouveau. Alors que son corps tombait au sol, le groupe ouvrit la porte pour s'enfuir. Hao, les larmes aux yeux, alla aider Fang. Et tandis que Tang se retournait en souriant, il vit quelque chose de terrifiant. Même mort, Fang Shi souriait et lui dit d'attendre encore un peu. Retour au moment où il avait prévenu que c'était du silicium. Il s'enfuit, mais cette fois avec un sourire macabre. Les gars dévalaient les escaliers, essayant de s'échapper, pensant que le fantôme arrivait. Quand une fois de plus, il tomba devant. Ignorant tout le monde, il se mit à courir, tandis qu'il lui demandait ce qu'il faisait, tandis qu'il descendait les marches en comptant. Le groupe était de nouveau confronté au problème de tourner en rond. Il atteignit la porte et l'ouvrit sans crainte. Personne ne comprenait comment il l'avait trouvé si vite. Tang demanda s'il avait éveillé ses pouvoirs spirituels. Mais il les ignora simplement, et avertit qu'ils avaient 1 minute avant que le fantôme n'apparaisse. Voyant cela, Tang sourit, disant qu'il semblait qu'il avait effectivement éveillé ses pouvoirs. S'il l'aidait à s'échapper, il paierait 5 millions. Mais Feng Shui se contenta de sourire, disant qu'il n'y avait pas besoin de se presser, car il devait régler quelque chose avant de partir. Alors que Tang s'apprêtait à demander ce que c'était, Feng Shui, lui, asséna un coup de genou à l'aine. Le pauvre homme gémit et tomba au sol de douleur. Feng Shui lui dit d'utiliser les 5 millions pour soigner cette blessure atroce. Tang dit qu'il pourrait payer encore plus s'il le demandait seulement. Mais à présent, le protagoniste était glacial. Le reste du groupe commença à le maudire, demandant comment il pouvait être si ignoble. Mais Fang Su avertit qu'il était impossible d'échapper à la vitesse du fantôme. Mais avec Tang à terre, tout le monde était sauvé. Le groupe était confus par cette notion d'être sauvé, jusqu'à ce que soudain, un autre coup de pied atterrisse. Et maintenant, le gros type se tordait sur le sol. Fang Su dit qu'il aurait dû mourir il y a longtemps. Hao et le reste du groupe demandaient s'il était devenu fou et s'il allait faire ça à tout le monde. Feng Shui dit non, car il avait besoin d'au moins une personne restante. Hao dit que c'était un bon plan. Tandis que le groupe commençait à se demander s'il était vraiment humain, il montra le chemin et dit qu'il manquait de temps. Mais le groupe commença à avoir des doutes, car il ne montrait pas la voie dit. Feng Shui dit qu'il resterait là pour toucher des cuisses. Le groupe était confus, et l'ami psychopathe dit qu'il voulait absolument rester. Alors le fantôme docteur s'approcha de nouveau. Dès que le groupe la vit, ils reprirent leur fuite, mais ils s'arrêtèrent juste derrière le mur pour observer ce qui allait se passer. Tandis que le protagoniste regardait le monstre approcher, au sol, Tang suppliait qu'on le sauve. Mais il réalisa bientôt que son pantalon était mouillé, le coup de pied de Feng Shui avait causé une hémorragie interne et il sauta pour lui attraper les jambes, disant qu'ils mourraient ensemble. Mais Feng Shui se contenta de lui marcher sur la main et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il resterait là, juste à côté de lui, le regardant mourir. Le monstre lui attrapa le cou et avec ça, le gaz était parti. Du sang recouvrit le visage de Feng Shui, qu'il lécha même. Ce gaz était vraiment fou. Il dit même que le goût de la vengeance n'était pas si mauvais. Mais à ce moment-là, il sentit quelque chose dans son cœur et se demanda comment il était possible que sa poitrine batte si vite. Soudain, il entendit la voix de sa femme l'appeler et pensa qu'il serait incroyable de la voir se faire déchiqueter comme ce gars. Il commença à faire des avances vers le fantôme et le groupe se demanda si c'était vraiment son plan. Il fixa Tang et se souvint qu'au moment de sa mort, le gars l'avait appelé
Avec cela, il invita son ami à le rejoindre. Mais Ao ne semblait pas très enthousiaste, et tout le monde le traitait de fantôme. À ce moment, Dieptan réalisa qu'être mort 20 fois, et avoir vécu tant de folie, le faisait ne plus ressentir aucune fluctuation émotionnelle. Son humanité s'évanouissait lentement. Et à ce moment, lui et Xiao Hao étaient complètement différents. Mais il n'avait pas le choix, il ne forcerait donc pas son ami. Mais soudain, Xiao dit que dans cette compagnie, Dieptan était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. Car il était son seul véritable ami. Il ferait confiance à son plan. Mais il dit que Dieptan avait l'air effrayant, le visage sans la moindre trace de vin. Mais il s'approcha bientôt, le visage rougi, pour activer plus de pouvoir spirituel. Pendant qu'il s'amusait, Oh demanda pourquoi il avait attaqué ces deux-là. Dieptan dit que, considérant la vitesse du fantôme, il était impossible de s'échapper. Et dès qu'il les rattraperait, ces deux-là, ayant des positions plus élevées, se débarrasseraient aux et des autres. Soudain, il sentit quelque chose et demanda à Ao s'il sentait une froideur approcher son corps. Ao répondit que non. Il était normal, tandis que Dieptan réalisa que ce n'était pas une illusion. Ce qu'il ressentait était une influence du pouvoir fantomatique. Il remarqua que la connexion était très faible, mais elle semblait atteindre un point critique. C'était peut-être le précurseur de l'obtention de pouvoir spirituel. Mais maintenant, Ao semblait motivé. Voulant trouver cette région froide, soudain, il les avertit de s'enfuir. Cependant, Feng Zhu dit qu'il n'y avait aucun problème. Puisque le gros homme était allongé à proximité, le garçon sourit, disant que c'était une très bonne nouvelle. Mais il demanda ce que ça faisait d'éveiller la spiritualité, puisqu'il ne ressentait rien. Feng Zhu expliqua que ce qui lui manquait probablement, c'était des situations de vie ou de mort. Son état mental n'avait pas encore atteint le point nécessaire. C'est pourquoi il ne le ressentait pas. Il trouva cela étrange et se demanda quand Feng Zhu avait vécu quelque chose de similaire. La voyant lécher le visage du gros homme, il dit que c'était une bonne chose car cela prendrait environ 5 minutes. Il devrait utiliser ce temps pour absorber autant que possible, et avec cela, l'énergie froide commença à envahir son corps. Il commença à essayer de percevoir où elle allait, et sentit bientôt qu'elle semblait se diriger vers son cerveau et son cœur. Il se transformait maintenant en bloc de glace. Une lame froide transperça tout son corps, et après avoir été brisée, une lumière apparut dans sa poitrine. Un éclair qui se concentra et se transforma en une sphère rouge. Dès qu'il reprit conscience, il réalisa que ses 5 sens s'étaient aiguisés, même sa vitesse de réflexion et son contrôle sur son corps s'étaient améliorés. C'était comme si davantage de parties du monde lui étaient devenues accessibles, mais il réalisa qu'il n'avait éveillé moins de 1% de sa capacité spirituelle. La capacité semblait être liée au désir qu'il ressentait. Il se demanda ce que c'était et sentit soudain un choc dans son cœur. Il se tourmentait, se demandant si sa capacité était de causer de la douleur. La succession de morts attisa son plus grand désir de revenir. Cette sensation, qu'il s'agisse d'émotions négatives, de distorsion mentale ou de douleur, il pouvait faire tout cela à ses ennemis. Soudain, il sourit et éclata de rire, déclarant qu'avec cette capacité, il était désormais incroyable. Le voyant sombrer dans la folie, Hal demanda si cela avait fonctionné, tandis que Feng Zhuo concluait qu'il avait reçu la meilleure capacité possible pour lui, se remémorant sa chère épouse. Il resta en transe pendant que Hal l'appelait, disant que 2 minutes s'étaient écoulées. Mais Feng Zhuo venait de lui dire de s'écarter, car il allait tester son pouvoir. Immédiatement, Hal recula, disant que cela semblait avoir fonctionné et que c'était très bien. Il s'approcha alors de la doctoresse fantôme, concentrant le pouvoir dans sa main. Il savait que cela contenait tout ce qu'il avait vécu ces jours-là. Il savait que plus il mourrait de foi, plus il accumulerait de douleur et plus il deviendrait fort. Tant qu'il continuerait d'être réanimé, il pourrait se renforcer à l'infini. Il frappa le fantôme au visage, disant qu'il voulait qu'elle expérimente ce chef-d'œuvre. Le coup la frappa de plein fouet, mais le pouvoir sembla se dissiper. Elle fut projetée en arrière et laissa tomber le scalpel en pleurant sur le sol. Mais Feng Zhu réalisa immédiatement que son coup était médiocre, et le peu de spiritualité qu'il avait était désormais épuisé. Le coup n'avait pas blessé le fantôme, et elle ne semblait pas avoir ressenti la douleur qu'il avait subie. Pendant qu'il y réfléchissait, Ao dit que c'était peut-être le moment de s'enfuir. Ou bien il pouvait recommencer à la toucher. Il pensa que peut-être injecter cette énergie dans des armes serait la meilleure solution. Et en parlant d'armes, il y en avait une, juste au sol, qu'il pouvait utiliser.
Il s'accroupit pour la ramasser, mais sentit bientôt une énergie telle que la lame semblait impossible à soulever. Et sa puissance attaqua immédiatement le cœur de Dieptan. Il savait que c'était l'entrée d'un abîme. Le groupe n'arrêtait pas de demander pourquoi il ne courait pas. Il s'assit, disant qu'il était bon de se reposer un instant. Après avoir réfléchi un peu, il eut une idée et dit à tout le monde de se lever. Une fois de plus, ils marchèrent dans ces couloirs d'hôpital. Et il s'approcha lentement de la porte métallique, se demandant s'il y avait vraiment un grand danger dehors. Alors qu'il commençait à l'ouvrir, Hao demanda si ce ne serait pas risqué. Il répondit qu'il n'avait d'autre choix que d'y aller et de s'enfoncer dans l'obscurité. Il ne pouvait absolument rien voir. Et le lieu était si silencieux qu'il pouvait entendre ses propres pensées résonner. Les ténèbres avaient englouti le chemin par lequel il était venu. La seule option était donc d'avancer. Il continuait d'avancer toujours plus loin. Il semblait que le temps lui-même avait été consumé. C'était comme si le chemin n'avait pas de fin. Après avoir marché ce qui lui sembla une éternité, il ouvrit les yeux et se retrouva devant l'entrée de l'académie, se demandant s'il s'était vraiment échappé. Tout le monde courait et Hao célébrait leur évasion. Il voulait s'éloigner de là le plus vite possible. Et Hao interpella Fang, lui disant de courir aussi, mais Fang savait que quelque chose n'allait pas. Quand il regarda en arrière, il se rappela que la seule chose visible était l'école, et l'hôpital avait disparu. Hao dit qu'il voulait juste rentrer chez lui et se reposer, car la journée avait été épuisante. C'est alors que Fang remarqua quelque chose. Il se mit à courir partout en disant que ça avait disparu. Il n'y avait plus de fantômes dans la ville. Il ne pouvait accepter de s'être échappé sans raison. Il pouvait accepter la disparition de l'hôpital, mais pas celle de tous les fantômes. Comment pourrait-il venger sa chère femme? Il se retrouva devant une voiture, disant qu'elle devait mourir de ses mains. C'est pourquoi il devait rentrer chez lui, mais le chauffeur freina et il se retrouva sur le siège passager, murmurant qu'elle ne pouvait pas disparaître comme ça. Il ne voulait pas que sa femme s'évanouisse ainsi. Dès que le taxi s'arrêta, il courut désespérément chez lui. Le chauffeur se plaignit qu'il n'avait pas payé, mais il s'en moquait et monta les escaliers en courant, disant que ce monde ne pouvait pas disparaître. Il entra chez lui en criant qu'elle ne pouvait pas le quitter comme ça, mais l'endroit semblait normal. Après avoir vérifié toutes les pièces, il tomba au sol, disant qu'elle l'avait tué 18 fois. Comment pourrait-il vivre sans elle le reste de sa vie? Toute cette souffrance aux mains du docteur fantôme était pour se venger. Il avait accumulé rage et douleur pour anéantir les fantômes, mais maintenant ils avaient tous disparu. Allongé sur le lit, il se demanda où il dirigerait toute cette haine. Et maintenant, sans aucun sentiment, quel était le sens de la vie? À ce moment-là, il reçut un message sur son téléphone, lui disant de consulter les informations. L'académie Bailu était en feu. Il vit immédiatement que les informations rapportaient un incendie qui avait ravagé tout le bâtiment. Plus de 11 personnes étaient mortes, dont certains des dirigeants. Le psychopathe Feng Shu se mit à rire parce que le message disait qu'ils avaient retrouvé son corps sans vie. Il s'enthousiasma, pensant qu'apparemment, les choses mystérieuses n'étaient pas terminées. Il voulait juste jouer à cache-cache avec lui. Maintenant, il était sûr de pouvoir revoir sa femme. Sur son téléphone, il recevait un tas de messages du patron, lui disant de venir travailler. Il rit car ce type était mort. C'était ironique que même mort, le patron continuait de lui ordonner de travailler. Soudain, un message sanglant apparut sur le téléphone, disant que ce n'était pas parce qu'il ne parlait pas, que cela ne voulait pas dire qu'il ne savait pas. Une énergie sortit du téléphone et créa un œil qui disait l'avoir vu, et lui ordonna de le suivre. Maintenant, merci. Il attrapa calmement l'œil et lui dit d'arrêter de posséder le téléphone, car il n'en avait qu'un seul. L'illusion se dissipa, mais il était curieux de voir quel serait le prochain mystère. Maintenant, devant l'académie, qui était complètement détruite, il sentit l'odeur de tout ce qui avait brûlé et pensa que cela semblait très réaliste. Soudain, il vit Fei Fei, tout excitée, debout là. Elle vint lui parler, disant qu'il était arrivé tôt aujourd'hui. Il lui toucha les épaules et demanda si elle était réelle. Elle dit qu'il devenait très audacieux. Mais soudain, il l'attira disant qu'il savait très bien comment les choses s'étaient passées. Il allait monter les escaliers quand Hao apparut et demanda s'il était forcé de travailler. Il dit qu'il aimait beaucoup ça et demanda où était le patron d'Ai. Hao a pointé du doigt et a dit que le gars était au fond de la pièce. Étrangement, la compagnie était aussi occupée que d'habitude. Et Fang Shu commença à se demander si ce qu'il voyait était un mensonge, et si c'était en fait la réalité. Quand il a trouvé le patron, il a été réprimandé. On lui a demandé pourquoi il avait répondu au message dans le groupe.
Fang Shu a ignoré cela et a demandé quand il recevrait ses commissions. Dai a dit qu'il avait le culot d'arriver en retard et de parler de commission. Pendant que Fang Shu se plaignait, disant que même mort, Dai était dégoûtant. Le patron a pointé son doigt vers lui,